ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et avant de commencer ce nouvel épisode, j'aimerais partager avec vous la nouvelle du lancement de notre nouveau podcast Télio, la vie des saints racontée aux enfants. Alors après ZTO, lancé en 2020, Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion, lancé l'an dernier. Télio est un podcast pour les enfants et peut-être aussi pour les plus grands, avec à chaque fois un modèle pour les petits, un saint, une sainte, un héros de Dieu pour inspirer les enfants pour toute leur vie. 2 mardis par mois, un nouvel épisode lu par un comédien, une comédienne, avec un très bel accompagnement musical, un format, une longueur adaptée aux enfants. Alors pour vos enfants, vos filleuls, vos neveux, nièces, vos petits-enfants, n'hésitez pas de leur faire découvrir Télio, qui est disponible gratuitement comme ZTO et Bethesda, et prochainement aussi dans les boîtes à histoire, qui sont ces boîtiers numériques qui sont très adaptés justement aux enfants. Nous avons lancé Télio il y a quelques jours avec déjà 2 épisodes disponibles, le premier consacré à la petite Anne de Guigné, le second à Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors longue vie à Télio, dans le descriptif de cet épisode, vous découvrirez les liens pour écouter Télio. Il suffit sinon de taper sur internet télio-podcast.fr. Aujourd'hui une mission bien spéciale, un peu intimidante, mais en fait tout à fait réjouissante et drôle, puisqu'il s'agit de proposer la rencontre avec 5 femmes qui sont toutes en face de moi. 5 femmes qui sont des actrices actives, toutes engagées pour le même projet, celui d'aider les femmes à être des femmes. Alors bonjour à Claire, Priscille, Hélène, Clémence, Hélène encore. J'en ai oublié aucune. Non. Toutes les 5, vous animez déjà depuis quelques années le parcours Graines de Femmes, créé par Claire, et vous avez eu l'idée de réunir vos expériences et vos conseils dans un livre qui vient de sortir et que j'ai dans les mains, un très beau livre vert comme l'espérance, Devenir femme, être soi. Ma toute première question avant même qu'on commence, vous vous êtes rencontrés comment ? C'est Claire, la cheville ouvrière de tout ça. C'est Clémence qui parlait. Alors en fait, elles ont toutes vécu la session Isha pour venir se former à la pédagogie Graines de Femmes et donc repartir avec les outils pédagogiques que j'ai créés pour les jeunes filles, en gros entre 15 et 18 ans, enfin ces parcours. Et on a gardé un lien plus particulier, parce que j'ai quand même beaucoup de femmes qui viennent dans les sessions, notamment parce que elles ont beaucoup fait grandir et rayonner le parcours dans leurs régions respectives, et qu'aujourd'hui, effectivement, elles sont ambassadrices du parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des femmes veulent venir se former à ces outils pédagogiques, eh ben Clémence, Hélène et Priscille sont des références et pour répondre à leurs questions, les accompagner aussi dans la mise en place des parcours. Et elles ont déjà elles-mêmes animé pendant quelques années. Je crois que Clémence, toi, t'es celle qui a cumulé le plus de... C'est ta 5e année de parcours. Je finis la 4e session. Ouais. Voilà. Et en plus, je viens d'apprendre que physiquement, vous vous rencontrez toutes pour la première fois, ensemble, Tout au même moment. Tout ensemble. Alors, moi, je connais les 5 avec qui je travaille et en plus... Clémence et Hélène, Hélène Milsan et Clémence co-animent avec moi des sessions Isha. Donc, et puis avec Hélène, on a animé le cycle Yafa sur la sexualité féminine, puisque Hélène est sexothérapeute, Hélène Dumont. Et Priscille a travaillé pendant 1 an avec moi sur justement ce qui a permis qu'on écrive ce livre aujourd'hui, comment repartir des expériences des animatrices, de l'animation des parcours pour un peu plus structurer, fédérer nos animatrices. Et donc en fait moi j'ai travaillé avec chacune d'elles et je les ai fait se rencontrer autour de ce projet, mais du coup c'est que du bonheur quoi. Alors ce livre que j'ai dans les mains, un beau livre vert, c'est un peu le Dico des filles, mais pour des filles peut-être un peu plus grandes, pour des adolescentes, les femmes qui entrent dans la vie active. C'est quelle tranche d'âge ce livre ?
C'est pour les 14-18 ans, c'est ça? Peut-être, on pourrait dire peut-être 13 quand elles sont vraiment mûres. Et je suis sûre qu'une jeune femme de 20 ans pourrait aussi avoir du plaisir à relire certains chapitres juste pour elle et puis pour le lire peut-être autrement. Et puis même les mamans. Et puis même les mamans, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les mamans étaient assez heureuses et friandes de découvrir ces outils pour leurs jeunes filles. Alors là, c'était Hélène Dubois qui parlait. Ensuite, c'était Dumont. C'était Hélène Dumont qui parlait. Donc là, je me trompe. On coupera pas au montage. C'est normal que je me trompe un petit peu. Ensuite, c'était Hélène Milsan qui intervenait. On va peut-être rentrer, avant de décrypter un petit peu le livre, on va peut-être apprendre à mieux se connaître et peut-être vous présenter aux auditeurs. Claire de Saint-Lager, je commence par vous qui êtes en face de moi. Les auditeurs vous connaissent bien, les auditrices surtout peut-être de ZTO, puisque vous avez déjà participé à 2 épisodes qui sont très écoutés, qui continuent d'être très écoutés, ils font partie du top des écoutes. Alors Claire, en quelques mots, si vous pouvez vous présenter vous-même. Alors, donc, je suis Claire de Saint-Lager, j'ai 36 ans et je suis la fondatrice d'Isha Formation. Donc, Isha Formation, c'est un organisme de formation qui accompagne les femmes pour renouer avec le féminin, retrouver l'unité et rayonner. Et dans ce cadre, je propose notamment des sessions Isha qui durent 4 jours où on travaille sur retrouver ce lien tête-cœur-corps. Aujourd'hui, les femmes sont parfois un peu coupées de leur intériorité, de leur centre, pour rayonner de cette joie d'être femme. Et j'ai créé aussi les parcours graines de femmes, donc pour les jeunes filles, qui sont des parcours de développement personnel, ce sont pas des parcours d'éducation affective, on va plus loin. L'idée, c'est de passer de la jeune fille à la jeune femme. Donc c'est aussi bien connaître son corps, la dimension affective que mes talents, mes projets de vie, mes rêves, oser. Enfin, donc c'est des parcours assez riches. Et puis je suis par ailleurs auteure et vous m'avez interviewée pour aussi bien La Voix de l'amoureuse, qui est comme mon premier essai, sculptées. et comme Des colonnes sculptées, qui est qui est un essai sur l'attente et l'espérance quand le célibat se prolonge. Voilà. Et une de mes joies dans mon travail, c'est notamment de faire toutes ces belles rencontres avec d'autres femmes qui viennent aussi enrichir ce que je propose. Et les femmes qui sont autour de cette table, c'est le cas. En fait, elles viennent beaucoup avec leur expérience, avec ce qu'elles portent, avec ce qu'elles sont, enrichir aussi tout ce que je peux proposer dans mes formations. Et c'est au-delà de la collaboration, c'est vraiment des amitiés qu'on nourrit. Et je pense qu'un truc qui nous anime, c'est cette dimension de sororité. On peut pas parler de la joie d'être femme sans être dans cette joie de communier entre femmes sur ce qu'on veut transmettre. Je sais pas, peut-être que vous serez d'accord. Mais... Elles acquiescent. À côté de vous, Priscille. Alors Priscille, en quelques mots. Alors, je suis Priscille Aubin. Moi, je suis dans une phase de transition professionnelle. J'ai plutôt un parcours en ressources humaines, accompagnement d'abord des entreprises et ensuite des salariés dans leur cadre de projet de reconversion professionnelle. Là, je m'oriente pour reprendre des études en psychologie. Donc, Graines de femmes, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé à côté, en parallèle parce que c'est des thématiques qui m'intéressaient énormément. J'ai animé 2 ans un parcours à la suite de Claire au Bon Conseil à Paris. Et ensuite, Claire m'a fait signe à un moment où j'étais déjà dans une première phase de transition professionnelle pour monter un livret de formation à destination des futures animatrices. Parce que effectivement... Animatrice graines de femmes, voilà. Claire s'était rendu compte qu'il y avait plein de parcours qui s'étaient montés, dont certains qui étaient déjà mûrs avec un vrai retour d'expérience. Et maintenant, c'était l'époque pour graines de femmes de prendre un peu plus corps et de se professionnaliser, voilà. Donc... Voilà, et ensuite Claire m'a embarqué dans l'aventure pour ce bouquin. Ce qui est amusant, c'est qu'en même temps, vous venez des 4 coins de la France, parce que vous, Claire, vous êtes parisienne, nantaise. J'habite à Nantes, depuis 2 mois. Donc Priscille, vous êtes parisienne lorientaise. Voilà, exactement. À côté de vous, Hélène. Hélène, ouais. Hélène Milsan. Hélène Milsan. Alors moi, j'étais dans le sud-ouest et là, je fais des sauts de puce à Paris parce qu'à la base, moi, je suis parisienne, du coup, c'est toujours un pied-à-terre. Moi, j'ai 33 ans, j'ai créé les ateliers des 1000 sens. Ça regroupe des outils et des ateliers pour les enfants et les adolescents. J'interviens notamment dans les collèges et lycées pour parler estime de soi, confiance en soi, les aider à
oser rêver et déployer pleinement tout leur potentiel. Et j'essaye de réinventer l'école aussi. Je me suis dit que pourquoi pas essayer avec mes leçons du Nouveau Monde. Donc c'est des podcasts, c'est des contes, c'est des livrets pédagogiques pour essayer d'emmener les enfants dans un autre univers. Et puis c'est un vrai bonheur de participer à ce projet Devenir femme. Quand Claire elle m'en a parlé, je fais oui, vas-y, on y va. Et j'ai vraiment hâte que nos ados le tiennent dans les mains parce que je pense que c'est des outils, notamment nous, on se dit qu'on a peut-être pas eu la même chance de les avoir. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bible qui va circuler et qui va aider toutes celles qui l'auront dans les mains. Alors, je passe de l'autre côté de la table. Clémence, en Bonjour. quelques mots, Clémence. Je m'appelle Clémence Delorme, je suis conseillère conjugale et familiale. J'habite Lyon, moi. Voilà, on fait un petit tour de France comme ça. Donc, dans le cadre professionnel, je consulte à la maison Familia de Lyon. Je fais aussi beaucoup d'interventions scolaires en éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et j'anime un parcours Graines de Femmes depuis plus de 4 ans à Lyon, à la maison Familia. Donc, la même chose, ça a été un bonheur d'avoir cette perspective de livre collaboratif. Alors, on finit notre tour de table avec Hélène Dumont. Ben oui, voilà, Hélène. Donc j'arrive de Madrid, moi. Vous disiez tout à l'heure qu'on arrivait un peu de partout. J'arrive de Madrid. Je suis conseillère conjugale et sexothérapeute. Et la spécificité de mon cabinet est d'être un cabinet qui fonctionne par Zoom, par visioconférence. Donc je ne reçois les couples que par visioconférence. Ce sont des couples qui viennent de France et de l'international, des expatriés. J'ai animé aussi des parcours Graines de Femmes avec une spécificité, c'est que j'avais lancé un parcours Graines de Femmes en ESAT auprès des femmes en situation de handicap. Et voilà, ça a été un petit peu une déclinaison qui a été une expérience très heureuse et qu'on n'a pas pu renouveler à l'époque à cause du confinement, tout simplement. Mais voilà, maintenant il faut monter un parcours à Madrid. Alors là, justement, on a beaucoup parlé de Graines de Femmes. Est-ce qu'en quelques mots, on peut résumer ce qu'est Graines de Femmes ? Ah ben, je crois que je vais vous laisser parler, hein. Parce que maintenant elles ont beaucoup plus, elles sont beaucoup plus imprégnées du parcours que moi. On pourrait dire, donc moi c'est Hélène qui se dévoue. C'est Hélène qui se dévoue. Du coup, le parcours Graines de Femmes, on vise à accompagner donc des jeunes filles, on va dire entre 14 et 18, mais on a aussi des demandes de jeunes filles un peu plus grandes qui peuvent avoir 18, 20, 22 même parfois. Et c'est vraiment pour essayer de les accompagner, mais sur une sphère globale, tout en étant ludique et profond. On essaye vraiment de mêler des exercices corporels, des exercices créatifs, mais aussi un petit peu d'introspection. Et on va les faire explorer toute la dimension de la mission, le qui je suis, qui j'ai envie d'incarner, quels sont les rêves que j'ai envie de déployer, toute la relation au corps, comment j'arrive à juste accepter le corps qui m'est donné, à prendre confiance dans ma morphologie, mais aussi prendre conscience de comment fonctionne le corps de la femme. Donc toi, Hélène, tu pourrais en reparler un peu, mais ça, c'est des questions qu'elles ont beaucoup. Et comme c'est une sphère intime, ça permet de poser plein de questions, et puis aussi de créer vraiment un cocon dans lequel elles vont pouvoir s'inspirer des unes et des autres. Et puis on finit par une sphère plutôt relationnelle, le couple, l'homme, les amitiés. Et donc c'est pour moi génial. Claire, c'est quelle tranche d'âge? Moi je dis 15-18 ans, c'est vrai qu'on a des 14. Et j'ai 13, peut-être que, Clémence, tu pourras leur expliquer, mais il y a vraiment 3 grands temps dans le parcours et c'est 15 ateliers. Les 3, je sais pas si tu peux éclairer les phases. Ça a été conçu vraiment avec une maïeutique précise. C'est une pédagogie qui s'articule en 3 temps. Le premier temps, avec plusieurs ateliers, c'est mieux se connaître pour mieux s'aimer, donc où on explore leur personnalité, leurs talents, l'estime de soi, etc., etc. Deuxième temps, quand je me connais bien, que je sais toute la beauté intérieure que j'ai, comment la dévoiler au monde, cette beauté intérieure par la beauté extérieure. Deuxième temps, sur la beauté qui fait du bien au monde. Et troisième temps, être dans une vie relationnelle ajustée, à la fois prendre sa place dans le monde en tant que femme, prendre sa place dans les amitiés, avoir des amitiés saines et ajustées, notamment avec une réflexion autour de l'amitié entre femmes,
et le couple, la vie affective, etc. Donc il y a vraiment voilà toute cette maïeutique pédagogique qui est très riche dans Graines de Femmes, et c'est 15 ateliers. Donc après, selon les parcours, c'est décliné un peu différemment, parfois sur des journées, parfois des week-ends, parfois des stages, parfois 15 ateliers dans l'année. Mais c'est toujours la même progression. Voilà. Vous partagez toutes la même foi chrétienne, je crois, presque toutes. Presque toutes. Parce que non, mais ce qui est important de dire, on en a souvent parlé avec Claire de Saint-Lager au micro de ZTO. C'est important de dire que ce que vous proposez, d'ailleurs comme ce livre, est grand public, c'est destiné à toutes les femmes. Tout à fait. Les ados qu'on reçoit d'ailleurs, c'est large. Peut-être Hélène, tu peux rebondir sur ça. Ouais. Parce que moi, donc je suis pas du tout du milieu catholique. J'ai pas grandi non plus. Je suis pas baptisée. J'ai pas pris pour habitude d'aller. Voilà, Mais par contre, la foi m'habite et je trouve que la dimension spirituelle est importante dans nos vies. Et on parlait tout à l'heure en off aussi de la honte qu'on peut avoir à parler d'une autre dimension que celle très concrète. Qui est difficile à mettre en mots et qui pourtant donne du sens à nos vies. Et donc certains vont avoir une religion quelle qu'elle soit et d'autres. Et donc moi, c'est vraiment cette profondeur qui fait que ma vie a un sens et dans lequel je viens piocher un peu partout. Et c'est vrai que je suis entourée beaucoup d'amis qui ont la foi et notamment chrétienne et je m'en inspire au quotidien. Mais comme d'autres, en fait, j'aime bien en fait, on se retrouve finalement dans notre manière. C'est quelque chose de commun. Ouais, de la vivre profondément. Je dirais, Priscille pourra corroborer, je pense il y a un sens du sacré dans le lien au corps, dans la dignité de la personne qu'on partage. Et donc, effectivement, on peut toucher des jeunes filles et des femmes qui ne sont pas forcément catholiques, même si derrière le parcours, il y a une anthropologie chrétienne. Effectivement. D'ailleurs, le parcours, il a été adapté. Dans le parcours, il y a beaucoup d'exercices qui tournent autour de jeux avec des citations, des références à la Bible ou à des auteurs qui sont chrétiens. Mais c'est vrai que le parcours a été adapté plusieurs fois avec des références beaucoup plus laïques en fait. Mais dans tous les cas, le parcours Graines de Femmes donne une très très grande importance à comment est-ce qu'on cultive son intériorité, cette dimension en fait qui est dans l'intime de l'intime, qui n'est pas celle qui est affichée sur les réseaux sociaux. Enfin, même s'il y a des parcours qui sont plus qui n'ont pas de référence chrétienne explicite, il y a toujours cette dimension-là qui est fondamentale. Et on a parlé aussi un petit peu d'Isha tout à l'heure. Alors Isha, c'est différent de Graines de Femmes. Alors, oui et non, parce que pour pouvoir se former aux outils pédagogiques Graines de Femmes, la session Isha est obligatoire. Donc en fait, je ne donne pas mes outils. Je vais dire, nous ne donnons pas nos outils parce que travaille avec moi à des femmes. L'idée c'est pas, comme c'est une maïeutique, Clémence l'a très bien éclairé. L'idée c'est pas une pédagogie top-down où moi je vais t'expliquer ce que c'est qu'être une femme. L'idée c'est vraiment d'amener les jeunes filles à découvrir ce qu'elles portent en elles. Ça veut dire de consentir, nous, en tant que femmes aussi, d'aller revisiter ça. Et on l'expérimente beaucoup. Je pense que Clémence et Hélène pourront en témoigner, parce qu'elles co-animent avec moi souvent, de femmes qui viennent focaliser sur Graines de Femmes et qui soudain prennent conscience que elles aussi, elles ont des choses à apaiser dans le lien au féminin, dans le rapport à leur propre corps, dans l'accueil de ce qu'elles sont en fait. Et moi, j'appelle ça, je pense qu'Hélène Newman en parlera très bien, mais j'appelle ça ma pédagogie du désir, parce que je pense que l'idée, ce n'est pas d'imposer un corpus à des jeunes filles, c'est de leur faire désirer un bien. Et comment on leur fait désirer un bien? En l'incarnant, en le vivant, en rayonnant. Et le gros sujet aujourd'hui de l'éducation, c'est qu'on a besoin de témoins. Au-delà on a besoin d'un cadre et de gens qui ont des qualités pédagogiques, mais on a besoin de témoins. Et je pense que c'est la spécificité de ce parcours. Et donc, j'ai créé les sessions Isha au départ pour former des futures animatrices. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, la moitié des femmes qui viennent en session Isha ne restent pas pour le parcours Graines de Femmes. Elles viennent d'abord pour elles. Donc, il y a un lien très fort entre les deux, quoi. Ce qui est très intéressant avec les sessions Isha, quand on se sent appelé à devenir animatrice Graines de Femmes, c'est que les sessions Isha, en fait, elles proposent aux futures animatrices de vivre une expérience d'elles-mêmes en tant que femmes. C'est-à-dire que la transmission, c'est pas moi je sais et je vais vous transmettre ce qu'il faut savoir, c'est moi je l'ai vécu. Et en fait, on est dans un cœur à cœur de femme à femme et on reconnaît que ces jeunes filles sont des graines de femmes et qu'elles sont en train, en fait, d'intégrer ce cercle de femmes
que nous formons en fait, et il y avait vraiment une transmission de l'expérience, quelque chose qu'on a traversé. C'est pour ça que la façon de transmettre les outils que Claire a mis en place en demandant aux femmes de faire une session Isha est vraiment très importante, parce qu'il est question d'une expérience entre femmes. Parce que c'est ce qu'elles apprécient le plus en c'est général. Ce qu'elles apprécient le plus. Ouais. C'est de pas être dans un rapport professoral, mais vraiment dans de l'échange. Et c'est des lieux qu'elles ont pas en fait dans leur quotidien. Les ados aussi. Hein. Les ça, ados, les ados. Les ados, elles aiment avoir ce sentiment d'être avec des grandes sœurs, même si on pourrait pas avoir l'âge de leur maman. Et Hélène, elle a des enfants qui ont l'âge des jeunes filles que t'accompagnes, mais elles ont, c'est pas ma maman, donc il y a pas ce lien, voilà, où il peut y avoir des tabous, des silences dans la relation mère-fille, et voilà, il y a une pudeur, mais et je me sens, en fait, on les prend au sérieux. Voilà, tu es une femme en devenir. C'est Devenir femme, notre livre, et on te prend au sérieux et non pas je t'impose de devenir ce que j'aimerais que tu deviennes, et je te prends au sérieux dans ce que tu portes, et c'est beau et c'est bon, et je vais t'aider à le déployer. On est dans la transmission de la couronne, en fait. Ouais, c'est ça. On donne charavia, mais c'est bien sa couronne, et on rit beaucoup. Je crois qu'Hélène l'a évoqué, mais on rit beaucoup avec les jeunes filles. Pourtant, on parle de choses profondes, mais il y a vraiment cette conjugaison de la profondeur et de la légèreté. Et aujourd'hui, être une femme, c'est devenu, soit c'est une plaie. Enfin, vous voyez, on nous explique là, on va avoir nos règles, un truc. Enfin, vous voyez, une espèce de fatalité. On a moins 20% de salaire en moins que les hommes. Et là, je vous fais un peu la caricature. Donc, soit c'est une plaie, soit c'est un combat. Il faut qu'on prouve. Et nous, ce qu'on a envie de transmettre, c'est une joie. C'est moi qui construis aussi ma vie, et en même temps je reçois des femmes qui m'ont précédé quelque chose, un héritage, et je fais mon tri d'héritage aussi, hein, il faut qu'on les autorise à faire ça, et c'est très beau cette histoire de la couronne, c'est que je crois que si on anime ce parcours, ou moi je l'ai créé en tout cas, mais je sais que vous si vous l'admez, c'est aussi en fait on donne ce qu'on aurait aimé recevoir. Nous on aurait aimé recevoir comme jeune fille cette passation. C'était justement la prochaine question que je voulais vous poser à toutes. Ce livre, qu'est-ce que ça aurait changé dans vos vies si à 14-15 ans vous l'aviez eu dans les mains? Qu'est-ce qui vous a manqué? Est-ce que ça vous a manqué justement? Moi, je pense que ce qui m'aurait plu à 15 ans, par exemple, j'aurais aimé voir toute cette joie d'être femme. Je l'avais autour de moi, donc c'était pas le problème, mais j'avais peut-être pas le lieu pour descendre en profondeur. Et ce livre propose vraiment de la matière pour descendre en profondeur, chacune avec sa maturité. Et il y a toute une réflexion autour de la femme qui est quand même tellement positive. C'est vraiment un regard qui est lumineux sur la femme, qui est lumineux, et qu'on n'avait pas. Bon, je suis la plus vieille d'entre vous, mais voilà, qu'on n'avait pas dans les années 80. Dans les années 80, on était, on était encore dans le féminisme militant, très militant quand même, revendicatif. Femme des années 80, femme des années 80, voilà, quand même. Approche lumineuse et holistique. Moi, je pense que c'est ça qui m'aurait, qui, avec du recul, a pu me manquer. C'est que, en fait, les sujets qui ont pu être abordés sur le féminin et sur la femme, dont je me souviens à mon époque, c'était quand même soit le corps, les règles, soit voilà, mais pas la femme dans tout ce qu'elle est, quoi. Son entièreté. Non. Et je crois qu'on est aussi tout attaché à la beauté. Et en fait, dedans, c'est beau au niveau des illustrations. Laurence, elle a fait un travail merveilleux, mais il y a aussi les mots qu'on a choisis et puis cette profondeur. Moi, j'avais, je crois, un dico d'ado. Je saurais plus dire quoi. C'était vraiment pas très beau. Ça nous donnait les informations. Ça avait le mérite d'exister. Mais là, on tient dans les choses quelque chose. Et moi, je me dis, je vaux quelque chose quand j'ouvre ce livre, que j'ai 14 ans. Et on m'a pas pris pour quelqu'un qui en avait 7, en fait. On m'offre quelque chose qui va pouvoir me faire réfléchir, qui va pouvoir me nourrir et dans lequel je vais pouvoir y revenir si jamais il y a un passage qui me parle pas. Donc, il y a vraiment cette beauté qui nous rassemble aussi dans ce dont on a envie de partager aussi. Beauté positive, parce que pendant longtemps, la beauté ou la coquetterie a été, je sais pas vous, mais considérée comme quelque chose de assez narcissique. Moi, ma grand-mère, elle me disait que si je me regardais trop dans la glace, le diable allait sortir pour me croquer le bout du nez. Mais non, mais c'est vrai. On disait qu'il fallait pas. On a tous. Bah oui, mais bon, on les fait aussi réfléchir à ça. La beauté comme quelque chose de positif. Moi, je trouve ça. Est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, pour les jeunes femmes, les jeunes filles qui vont lire ce livre, c'est toujours aussi difficile de devenir femme?
C'est toujours autant un mystère, en tout cas. Pourquoi c'est si difficile de devenir femme ? Parce qu'on est dans un monde patriarcal, dans un monde d'hommes. Alors, on a la spécialiste de la transmission du féminin, Clémence, qui est à ma droite, qui va c'est un bien grand parler de cette question de détermination. Pourquoi c'est difficile ? Est-ce que ça l'est plus maintenant qu'avant ? Je pourrais pas dire, j'aurais pas la prétention de dire ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr... Pardon, je vous interromps, mais j'ai l'impression que c'est peut-être moins difficile parce que il y a quand même une émancipation. Il y a eu toutes ces vagues précédentes au cours du XXe siècle d'émancipation, de militantisme qui ont quand même aussi fait tomber certaines digues. Et puis même, je pense à MeToo, à ce qui s'est passé ces derniers temps, ça contribue quand même à libérer la femme. Ça contribue, mais je pense qu'il faut différencier. Il y a la femme dans la société. Et il y a la femme face à soi-même, quoi. L'intime. Et en fait, l'intime, c'est pas dicté par les règles sociétales, par les mouvements féministes, par tout ça. Tous ces mouvements-là, évidemment, qui aident l'émancipation et la fierté, peut-être d'être femme et le girl power, mais la transmission. Voilà, d'une génération à une autre. J'irai plus loin, c'est que ce qu'on a remis dans le livre, c'est ce qui manque aujourd'hui, ce que nous n'avons pas forcément reçu ou de manière un peu ténue, c'est toute cette dimension des rituels. Alors dans chaque chapitre, il y a à la fois un petit temps, donc il y a une thématique qui est abordée, il y a ensuite un petit temps d'introspection, et moi dans tout ça, donc pour inviter la jeune fille à se poser des questions, voilà. Par étapes, et ensuite il y a des petits rituels chapitre. qui peuvent être des petits rituels de créativité, de bien-être. Et dans les cultures, j'allais dire orientales, où on a gardé ces traditions, il y a une tradition de transmission du féminin. Voilà, on parlait par exemple dans la culture hébraïque, les femmes se retrouvaient dans les tentes rouges au moment des règles, on s'apprenait les secrets du féminin, les passages de vie et de mort, le secret des règles, de la fertilité, de la sexualité, des sépultures aussi. Donc il y avait ce lien au mystère de la vie que portait la femme, que pardonnez-moi, on a pu recevoir peut-être en famille si on a eu une maman, une grand-mère qui a porté ça, qui a eu le désir de le donner, mais nos pauvres mamans et nos pauvres grand-mères, elles l'ont déjà très peu reçu, donc elles ont transmis ce qu'elles pouvaient, quoi. Et je pense que c'est une expérience intime de devenir femme. Clémence et Hélène, elles en parlent beaucoup parce qui sont conseillères conjugales et familiales, parce qu'elles ont beaucoup travaillé cette question du féminin sur le sexe de la femme. C'est un lieu de mystère, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, donc c'est quelque chose qu'on éprouve plus qu'on ne voit. Enfin voilà, un homme quand il va aux toilettes, il voit son sexe. Une femme, faut vraiment être très souple, comme le petit dessin de notre livre où on voit une jeune fille qui essaye de se pencher pour voir sous ses jupes. Tout ça est très chaste, vous verrez. C'est plutôt humoristique. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a cette part de mystère de l'expérience d'être femme. Et moi, c'est ce qui me manque aujourd'hui dans notre société autour de cette émancipation de la femme. C'est la dimension sacrée, sans rentrer dans une idéalisation, hein, il faut aussi rester dans un concret, manque. Et en fait, je crois que c'est ce qu'on essaye un peu de restituer aussi dans notre livre, c'est cette passation de la couronne dont parlaient très bien les filles. Et j'ai envie de poser, et Priscille, on a toutes des âges différents. Priscille a des petites sœurs qui sont adolescentes, donc t'as peut-être toi un regard sur Alors, qu'est-ce Priscille, qui manque aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui manque ? Donc, dans le cas de mes petites sœurs très particulier, elles ont 3 grandes sœurs, donc je pense que c'est voilà, il y a peut-être quelque chose. Vous êtes combien ? Plus facile. 6 filles. 6 filles. Et il y a des garçons aussi. 3 garçons. On est nombreux. Je pense effectivement, moi je rejoins ce que disait Clémence, il y a l'expérience de l'intime, et aujourd'hui on est justement dans une société, enfin un âge qui favorise pas du tout ça. Quand je vois moi justement le temps qui peut être passé sur les réseaux avec l'image où en fait tout est disponible sur tout le monde, et donc je trouve que c'est un âge aussi où aujourd'hui on donne tout à voir, et puis on reçoit aussi beaucoup d'informations avec tout ce qui va comme diktat qui va avec de la mode. On voit sur TikTok, sur Instagram des challenges dont on parle d'ailleurs dans le livre. Clémence, tu les évoques, mais par exemple ce challenge où ça s'appelle A4 où il faut mettre une feuille A4 voilà dans la longueur pour et pouvoir se cacher derrière, donc ça donne des standards de minceur. Donc au contraire, je pense qu'aujourd'hui il y a des choses qui paradoxalement deviennent plus difficiles
Voilà. En fait, Instagram, c'est un outil de communication qui est très à la mode et qui peut être très chouette, mais il faudrait pas que ça devienne le lieu de passage pour devenir femme, justement. Et les parcours Graines de Femmes sont des lieux de passage parmi d'autres pour devenir femme. On parlait du rituel, mais dans les parcours Graines de Femmes, on propose en tout cas des exercices qui peuvent faire office de rituel. Le livre les propose, les reprend, et moi je trouve ça vraiment formidable. Et dans ce devenir femme aussi, et on le sent très fort aussi dans le livre, c'est pas devenir femme contre les hommes, c'est d'abord essayer de se découvrir soi et toute la beauté qu'il y a en soi pour aussi apprécier toute la beauté de l'autre, l'autre quand il est homme aussi. Et je pense que ça c'est quand même quelque chose qu'on a cherché à faire transparaître, et, enfin, en tout cas il me semble dans toutes les thématiques relationnelles, quand on parle de l'homme notamment et de la relation à l'autre du couple. Donc c'est pas devenir femme sans oublier l'autre partie de l'humanité. C'est non mais devenir femme en vue d'aimer. C'est devenir femme aussi en vue d'aimer l'autre partie de l'humanité. Ouais. Vous répétez, c'est bien. Alors ce livre, il est composé de 7 parties, de 7 piliers. Les 7 piliers, c'est les 7 piliers de la sagesse féminine. C'est un. Ah merci, je suis contente qu'on soit à l'origine de ça. On va créer une mouvance. C'est une vraie Bible en fait. Cette thématique qui nous paraissait très importante, et après dans chaque grande partie il y a 3-4 chapitres, hein, donc oui, en fait moi c'est ce qui m'a paru logique comme déroulé, et c'est vrai qu'on finit, c'est amusant, ça peut être étonnant, on finit par la vie intérieure, hein, je pense que vous l'avez noté, mais c'est alors que finalement la vie intérieure c'est ce qui va irriguer tout le reste, mais peut-être qu'il faut amener à cette découverte de qu'est-ce que ça va être une femme. La première partie elle travaille sur des notions plus anthropologiques, plus sociétales, la deuxième partie sur le corps, la troisième partie sur ma personnalité, mes désirs, l'audace, la quatrième partie sur la beauté, je suis pas en train de me planter là, la cinquième partie sur la vie relationnelle, plutôt d'abord familiale, amicale, relation à soi, et ensuite la vie relationnelle plutôt affective, ça c'est la 6e partie, donc ma vie amoureuse quoi, et on finit par la vie intérieure. Et en tout cas ça nous est venu comme ça, ce plan, c'est que c'est tout ce qu'on a envie de travailler avec les jeunes filles, mais avec une progression, c'est-à-dire qu'en fait quand on a revisité cette fierté d'être femme à travers la transmission du féminin, on est capable d'aller regarder notre vie relationnelle. Enfin voilà, il y a des choses qui, chaque partie va nourrir les autres parties, quoi. On va les feuilleter très très rapidement, hein, évidemment, parce que on n'aurait pas le temps. Ça fait près de 400 pages, hein. Non, 300 pages. C'est écrit en gros, écrit hein. Petit, mais il y a beaucoup de dessins, donc ça c'est quand même très pratique et très bien. Là, ce qui m'a frappé au tout début, c'est que ça commence par l'importance de découvrir la puissance du féminin. C'est très beau. Qui veut commenter? Pourquoi ce choix? Vous êtes en train de vous refiler, vous regardez les unes les autres. Qui intervient? Excellent. C'est moi qui ai écrit ce chapitre éventuellement. Oui, je pense que toutes les 5, c'est quand même quelque chose qui nous passionne, cette question du féminin, et que le féminin, c'est bien d'autre chose qu'un adjectif pour qualifier la femme. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, et que c'est une essence et une valeur qui a été beaucoup oubliée dans notre monde occidental en tout cas. Et c'est vrai que dans ce petit chapitre, on l'adapte aux jeunes filles, mais on leur raconte comment ça n'a pas toujours été de soi de vivre dans des sociétés patriarcales. Mais on fait ça sans jugement de valeur, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire c'était mieux les sociétés matriarcales, mais on veut leur faire prendre conscience que l'histoire de l'humanité et l'histoire de la place de la femme n'a pas commencé dans les mouvements féministes avec les suffragettes. Dans beaucoup de cultures, le féminin et le sacré sont reliés. Il y avait un rôle spirituel des femmes, et c'était aussi, moi j'ai une de mes nièces qui a 20 ans aujourd'hui, mais ça fait 2 ans qu'on travaille sur le livre, donc qui me relisait des chapitres, et elle m'a dit mais c'est incroyable, je ne savais pas tout ça. Et en fait, c'est de replacer dans une histoire beaucoup plus longue de nos lignées de femmes qui remontent à peut-être beaucoup plus loin que nos mères et nos grands-mères, pour se réapproprier aussi ce trésor du féminin. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, hein, en faisant mes recherches. C'est pas quelque chose que j'ai reçu, mais ça a changé mon regard sur le fait d'être femme, quoi. J'en ai rien à faire aujourd'hui de montrer que je suis l'égale d'un homme ou pas. Je m'en fous, mais royalement, je suis tellement heureuse d'être une femme, et que les hommes soient des hommes, que je suis plus dans un rapport de compétition, de comparaison,
je reçois ce trésor et c'est peut-être ça qu'on voulait donner dans ce chapitre. Et puis je crois qu'en parlant d'égalité homme-femme, on a perdu les spécificités, l'unicité aussi des hommes et des femmes. Et il y a tellement de belles choses à redécouvrir. On a parlé des rituels, mais quand on revient, je pense qu'on est vraiment dans une société qui manque de rituels, que ce soit pour les garçons, pour les filles. Et donc je crois que le devenir femme, là, c'est vraiment... Elle se pose pas la question de devenir femme. C'est pas un sujet, c'est on devient adulte et puis point barre en fait. Et là, on dit non... Devenir femme, il y a quelque chose d'absolument incroyable, merveilleux qu'on va pouvoir déployer, vraiment comme cette graine qui va pousser et qui va fleurir et devenir une super belle rose. Mais on dit, voilà, en fait, il y a des sociétés dans lesquelles la femme avait une importance incroyable, ainsi que l'homme, mais on peut pas dénigrer ces places-là. On a tendance un peu à, comme tu disais un peu Claire, à soit les mettre en compétition, soit dire c'est la même chose. Je pense qu'on perd de notre humanité en perdant notre singularité, ouais. J'ai l'impression qu'il y a, en fait, dans cette femme que vous libérez, en fait, parce que c'est une libération du féminin ici. Hein. C'est un thème dont on a déjà parlé avec Claire dans le passé. Il y a beaucoup d'audace. Pardon ? On est le nouveau MLF. Il y a beaucoup d'audace. Vous êtes d'accord ? Et d'ailleurs, ce livre est parcouru de portraits de certaines femmes. Et là, j'ai en tête Clémence de Vimal, que les auditeurs de ZTO et de l'autre podcast Bethesda connaissent, puisqu'elle est déjà passée. Et vous faites le portrait de Clémence, qui est une femme audacieuse. On fait le portrait de 4 femmes audacieuses. On a Cécile de Villancourt, qui est la fondatrice de Trésor de Femmes, qui est sage-femme, formatrice pleine conscience, et accompagne les femmes à se réapproprier leur corps de femme, avec ses cycles, avec un accouchement physiologique, avec cette santé intégrale. On a Clémence de Vimal, qui vient illustrer, qui est une comédienne de talent, qui est une amie chère aussi, donc j'en parle avec tendresse, et qui vient nous parler de cette audace. Elle a choisi d'abord cette audace de choisir ce métier de comédienne, qui était quand même très aventureux, et de croire à sa passion, et puis cette audace de faire des épreuves de sa vie un lieu de fécondité et de fécondité de vie. C'est quelqu'un qui raconte en fait un secret de des secrets de famille qu'elle montre dans un seul en scène sur cette douloureuse question de l'inceste. Mais ce qui est très beau chez Clémence, c'est que son message, c'est possible d'être heureux, d'avoir une vie pleine et féconde, même en ayant vécu ça. Donc on l'a fait parler avec délicatesse, parce qu'elle ne dit rien qui puisse choquer les jeunes filles. Mais le sujet, c'est pas aussi d'édulcorer que certaines jeunes filles ont pu vivre des choses douloureuses. On a Rose Goët, dont on a eu l'interview grâce à Hélène Milsan. Rose Goët, qui est la fondatrice de Luxé Beauté, qui est française d'origine camerounaise installée au Canada, et qui elle crée des produits et rituels de beauté naturelle en s'inspirant en fait de toute la tradition des Bassa, qui est une ethnie du Cameroun, enfin notamment d'Afrique australe et rurale, dont elle vient, et elle a réappris à se réapproprier le sens de la beauté à travers l'expérience du soin qu'ont les femmes de leur corps en Afrique. Très inspirante, Rose. Et puis on finit avec Marie-Caroline Schur, qui vient nous parler de la vie intérieure. Et Marie-Caroline, elle a une spécificité, c'est qu'elle est extrêmement joyeuse. Et que Marie-Caroline, elle est en fauteuil, elle n'a pas l'usage de ses jambes ni de ses bras. Et c'est une personne qui a voyagé partout dans le monde, qui témoigne que la vie a un sens, même quand on est avec un handicap, elle vient nous parler de la vie intérieure, parce qu'elle a une vie intérieure extrêmement riche. Et voilà, 4 portraits de femmes très différentes, où tout n'est pas rose parfait, elles sont nées un matin, et au contraire, qui ont fait de leur de même leurs blessures un lieu de beauté et de fécondité. Et c'est pour ça qu'elles nous inspirent et qu'on a eu envie de mettre leur portrait dans le livre, quoi. Voilà. Une question que je me posais en regardant la couverture du livre, Devenir femme, être soi. Il n'y a pas de livre équivalent Devenir homme, être soi. Et c'est toujours la question, pas encore, peut-être que vous y pensez, pourquoi pas. Parce que les femmes sont précurseurs. Voilà, c'est toujours une question. En fait, on en avait peut-être déjà parlé dans d'autres émissions, et c'est aussi une question que je pose parfois à des femmes que j'invite au micro de ZTO. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'avance, que les femmes sont beaucoup plus avancées dans comment avancer dans la vie psychologique, dans la vie affective, des femmes, alors que les hommes sont pas du tout avancés comme ça. Peut-être qu'en tant que femme, on a une connexion à l'intuition un petit peu plus immédiate, donc on a cette envie, mais on sait avec Claire qu'il y a
une réflexion de certains hommes qui voudraient s'inspirer des parcours graines de femmes pour essayer de développer des choses pour les garçons, les ados. Mais ça ne peut se faire, évidemment, si on parle de singularité des sexes, ça ne peut se faire c'est pas un copier-coller, ça peut pas être la même chose. Mais on est quand même d'accord que les hommes, de façon générale, sont très très en arrière par rapport à ce genre de En fait, questions. je pense que les femmes, elles ont, toutes ces dernières années, elles ont eu l'habitude de se battre pour récupérer des droits, pour les faire valoir, etc. Donc elles ont avancé comme ça, et je sais pas si elles ont de l'avance, mais en tout cas elles ont pris l'habitude de réfléchir sur ce qu'elles sont et sur leur place. Tandis que les hommes ont peut-être un côté un peu paresseux, et là c'est la conseillère conjugale qui parle avec beaucoup d'affection, parce que j'ai quand même 4 garçons, et puis j'apprécie beaucoup les hommes que je reçois, mais chez les hommes il y a quelque chose d'un petit peu peut-être paresseux encore, parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude de se bouger pour obtenir quelque chose. Sauf qu'en ce moment, je crois que tout ce que les femmes, tout ce que les mouvements féminins initient en ce moment, va les forcer à bouger. Et effectivement, il y a des podcasts qui sortent sur les hommes. En tout cas, il y a un podcast RCF qui est sorti, c'est Le Souffle des hommes. Enfin, tout ça, c'est quand même très nouveau. C'était il y a quelques mois avec Amaury Guilhem. Sur la paternité aussi, il y a des podcasts. Sur la paternité, il y a des choses qui sortent. Donc, on voit quand même qu'il y a des hommes qui réfléchissent sur la place qu'ils ont envie de prendre, comment la prendre. Et en fait, moi, je trouve ça très positif. Mais les hommes ont à développer ça à la façon des hommes et avec leurs outils, et pas... Je pense que ça dit aussi de la dimension intérieure. C'est comme si les femmes, elles avaient un ascenseur. On descend peut-être un peu plus rapidement. Les hommes, il y a l'escalier, donc c'est un autre temps. Et donc, non, mais en fait, on a cette dimension-là, mais on n'a pas le même temps. Et je pense que c'est en ça aussi que c'est intéressant. Alors, on dit homme, femme, c'est propre à chacun, bien sûr, hein, et je pense que ça vient, il y a des cercles d'hommes, il y a de plus en plus, il y a une demande aussi qui se fait. Après, je pense que c'est pas forcément aux femmes de transmettre aux hommes. La transmission, elle est importante. Nous, on se sent de transmettre à des jeunes filles. Et je pense que c'est aux hommes d'initier, de se saisir. Je sais pas comment je dois réagir, moi, si je suis l'escalier par rapport à l'ascenseur. Il y a des initiatives. Là, par exemple, Bertrand Chevalier-Champy, qui coordonne Au Cœur des Hommes, l'association Au Cœur des Hommes, il a créé des camps père-fils. Et donc, il y a cette transmission du masculin à travers des rituels, et ils font des rituels. Les hommes ont besoin d'extériorité très fort, donc ils font des rituels assez marqués. Voilà, ils se mettent de la cendre sur le visage pour dire que ça y est, ils font le deuil de la relation avec leur maman pour passer dans le monde des hommes. Tout ça, ça a l'air d'être un peu... il en parlerait beaucoup mieux que moi, mais tout ça, ça a l'air d'être un peu pas caricatural, mais en fait non, il y a besoin de signes de passage, et en fait il nous explique que c'est un moment très fort où ils obligent les pères et les fils à parler ensemble, et à travers différents ateliers, et ils voient vraiment des transformations profondes. Et il nous a expliqué qu'il y avait des psys maintenant qui voulaient venir voir ce qu'ils faisaient, parce que ils avaient des hommes en psychanalyse qui allaient beaucoup mieux après des camps comme ça. Donc parfois un petit temps. Donc moi, ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup de respect en fait pour ce qu'on va initier les hommes, parce que même si en tant que femme je ferais les choses autrement, parce que tiens, je vais voir tel détail, telle manière de voir et tout, nous les femmes on est un peu dans notre 360 degrés en permanence, je comprends que non, en fait le chemin qu'ils proposent est juste parce que c'est le leur, et c'est comme ça qu'ils vont toucher le cœur des autres hommes, et il y a une validation entre eux qui est nécessaire, et il y a une capacité quand un homme se met à nu devant d'autres hommes, c'est très difficile, mais il va inviter les autres hommes à le faire, et dès qu'il y a une femme, ça peut être difficile pour un homme alors pas dans l'intimité du couple, on va s'ouvrir à celle qu'on aime, mais dans le groupe, la présence féminine peut inhiber un homme sur s'ouvrir, dire sa vulnérabilité, parce que peur d'être raillé, peur de pas se sentir à la hauteur, et donc c'est un chemin. Et effectivement, je pense qu'une mère, et Hélène, elle a effectivement 4 grands garçons, une mère peut encourager son garçon à devenir homme, mais c'est vraiment le père qui va avoir un rôle très fort sur l'identité, en fait, et donc en tout cas c'est complémentaire. C'est un équilibre, voilà, c'est quelque chose qui se nourrit. Est-ce que vous pensez que vos garçons, par exemple, ou vos frères, ou que les garçons vont lire ce livre? Bonne question. Je pense que la meilleure façon pour leur faire lire, c'est de les mettre aux toilettes. Parce que là, personne peut les embêter. Ils n'auront pas honte d'être surpris en train de lire un livre de filles.
Mais à mon avis, les hommes sont quand même très curieux. Vous avez pensé aux hommes en écrivant ce livre, en vous disant, ils vont le lire quand même un petit peu? Alors, on s'adresse aux jeunes filles, mais il y a tout un chapitre sur l'homme dans lequel on décrit notamment la relation, le rôle que le père a dans la transmission du féminin et dans l'accès au devenir femme. C'est un des grands sujets de Clémence notamment, et aussi sur quel peut être le chemin pour un garçon de se saisir du devenir homme. En fait, dans ce chapitre, notre idée c'était à la fois que jeunes filles comprennent le rôle positif que pouvait jouer une figure masculine dans leur vie, dans leur construction, et aussi de pouvoir avoir une sorte de compréhension qui est pas exhaustive, de ce que peut traverser un jeune homme. Parce qu'en fait, souvent, on se regarde en chien de faïence. Moi, je pense qu'on est dans un monde, il y a quelque chose qui nous anime ici, c'est comment on rentre dans le temps de l'alliance. Comment est-ce que nous, on fait alliance avec nous-mêmes en tant que femmes, mais comment hommes et femmes peuvent faire alliance de nouveau. Et souvent, on tient l'autre responsable de nos blessures, de nos brisures, de nos difficultés. Et dans la relation aux garçons, puisqu'il y a un décalage de maturité à l'adolescence, dans la croissance, pouvoir comprendre quels peuvent être les défis d'un garçon, non pas pour qu'elle les materne, c'est pas le sujet, parce que là on n'est pas dans le féminin ou dans le maternel si on se met dans cette posture, mais pour qu'elle puisse mieux comprendre, ne pas prendre personnellement des comportements masculins, etc. On avait aussi envie de transmettre ça aux jeunes filles. Après, notre chapitre sur l'homme, il est incomplet, mais il propose une piste, quoi. Mais il peut être intéressant pour les papas, moi, je pense, ce livre. Ouais. C'est clair. Quand on parle du père, j'aime bien élargir sur la figure du père de façon plus générale, parce qu'il y a des jeunes filles ou il y a des jeunes garçons qui n'ont pas eu de père, mais c'est quand même intéressant de repérer qui a fait office de figure paternelle dans leur vie. Enfin, c'est juste pour dire que le père transmet, mais quand il n'y a pas de papa, il y a d'autres figures paternelles qui peuvent transmettre. Alors, dans les parties du livre, il y en a une que j'ai particulièrement appréciée, c'est sur l'importance de me révéler, rencontrer la beauté, dévoiler ma beauté, m'exprimer. La beauté, vous en avez d'ailleurs parlé tout à l'heure. Je crois que c'était, Hélène, un de vos rôles d'ailleurs, de révéler cette beauté de la femme dans ce livre. C'est pas mal Clémence et Priscille qui ont écrit ce chapitre. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce passage? Ouais, bon, c'est vrai que c'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que c'est toujours un très beau moment quand on les vit en parcours Graines de Femmes. L'idée à travers on parle de la beauté intérieure, la beauté physique, de toutes les beautés. Voilà, c'est de dire que il faut trouver l'idée, c'est d'avoir une unité en fait, que cette beauté intérieure, une fois qu'on en a conscience, comment la révéler au monde par le soin de la beauté extérieure, et que déjà la beauté en règle générale fait du bien au monde. Alors on passe toujours par le biais de l'œuvre d'art, etc. Voilà. Et puis c'est important aussi de valoriser cette beauté-là, parce que voilà, Priscille en parlait tout à l'heure, mais cette société que Serge Tisseron appelle la société de l'extimité, elles sont la société de l'extimité, l'intérieur de le contraire de l'intimité. Elles sont souvent, les jeunes filles à cet âge-là, elles sont en comparaison permanente par rapport à leur corps, par rapport aux vêtements, voilà. Et donc en fait, comment les inviter à trouver leur singularité aussi, que cette beauté, elle est toute particulière et toute singulière et toute propre à chacune, et c'est pas parce que alors là, si on parle de la mode est au jaune moutarde, que le jaune moutarde va à tout le monde, et que voilà, chacune peut s'exprimer de manière singulière et révéler, vraiment rayonner de cette beauté. Je sais pas si Priscille, tu veux rajouter quelque chose? Bah écoute, effectivement, tu t'en parles très bien. C'est vrai que moi, c'est aussi un passage que j'adore dans le parcours Graines de Femmes. C'est vraiment ces quelques séances où elles découvrent vraiment comment se mettre en valeur elles qui elles sont. Alors c'est évidemment tout, ça irrigue tout Graines de Femmes, mais vraiment tout ce qui est effectivement autour le passage autour des vêtements ou du maquillage. Et moi j'ai vu des regards s'ouvrir. Enfin vraiment, il y a une femme qui est venue, qui est conseillère en images, qui est venue pendant une séance, Bénédicte Delvolvé, qui a fait un atelier sur la couleur pour mettre en valeur les différentes couleurs de mettre en valeur le physique de chacune selon une palette de couleurs qui lui est propre. Et en fait, déjà, elle l'a très très bien fait, mais ce moment où chaque fille se rencontre, déjà parce qu'elle le vit pour elle-même, et puis elle regarde les autres se dire, mais en fait, elle est canon quand elle est avec cette couleur-là, c'est un moment vraiment très très beau, très fort, déjà de prise de confiance en soi, mais aussi d'ouverture en se disant, mais oui, mais il n'y a pas que...
Il n'y a pas qu'un type de beauté, qu'un certain nombre de critères qui est important. Et voilà. Et dans le livre, on s'attache aussi à les faire réfléchir sur plein de petites dimensions. Alors là, on parle vraiment d'une dimension un peu extérieure, mais c'est aussi irrigué par qui elles sont en profondeur, quoi. Et le sens de la beauté, c'est-à-dire que Clémence en parlait très bien. La beauté élève, la beauté captive, la beauté donne envie d'être meilleure. Quand je contemple un coucher de soleil et que je suis émue, j'accède à cette dimension sacrée en moi. En fait, la beauté d'une femme, c'est pas un objet de consommation et ce n'est pas non plus superficiel. C'est-à-dire qu'une belle femme, d'ailleurs, nous, ce qu'on promeut comme beauté, c'est une beauté habitée. Le sujet, c'est pas qu'elle soit toutes des gravures et des porte-manteaux comme sont aujourd'hui les mannequins. Ça nous intéresse pas. C'est quand t'es habitée, quand tu rayonnes, quand t'es vivante. Mais ça, c'est comme voilà, c'est de la lumière que tu répands sur les autres qui vont eux-mêmes répandre leur lumière, et donc il y a un effet positif de la beauté. On est je pense que de plus en plus, ça c'est Dostoïevski qui dit que la beauté sauvera le monde, mais moi je crois profondément que notre monde crève on abîme la beauté de la nature, on abîme tout ce qui donne accès à l'immensité de notre vie intérieure, et la beauté est un chemin en fait. Et donc je me dis si la femme porte la beauté de manière privilégiée et belle, une belle femme, quand c'est une beauté qui est habitée, elle fait du bien au monde, quoi. C'est pas voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien, j'adore la citation de Victor Hugo qui dit « La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps ». Et je crois que c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans ce livre, dévoiler les beautés d'âme des jeunes filles pour qu'elles prennent conscience qu'en fait la beauté, elle va de soi après, de réinterroger le sens de la beauté en fait. Rose, elle parle de la beauté de Wall Street, qui fait beaucoup de mal. Quelle Rose Gouette qu'on a interviewée. Ah oui, on vient d'en parler. Pardon. Une des femmes inspirantes qui témoigne et qui dit en fait on fait beaucoup de mal à la beauté, à la femme qui se pose des questions sur comment moi incarner vraiment la femme que je veux être, parce que on a mis des stéréotypes et des critères qui vont pas du tout dans le sens de cette beauté d'âme qu'on a tous, qu'il faut juste dépoussiérer un peu, quoi. Et qui est faite de la diversité, et d'ailleurs le chapitre il est illustré par des femmes de tous les pays du monde. On s'est inspiré pour ce dessin le travail qu'a fait Mihaela Noorok, qui est une photographe roumaine qui va partout dans le monde photographier des femmes dans la rue, de tout pays, de tout âge. Et voilà, quand elle est touchée par la beauté d'une femme, elle prend cette photo et on s'en sert dans les ateliers. On montre ces photos aux jeunes filles qu'on sélectionne. Tiens, laquelle tu trouves belle? Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est belle? Et elles sont étonnées parfois de trouver une femme plus âgée belle, ou une femme qui peut avoir un petit défaut, parce que c'est autre chose qui fait cette beauté. Et moi, ce qui me vient en vous écoutant, c'est vraiment l'authenticité. Il y a un moment ce moment, en fait, en atelier Graines de Femmes, on fait vivre un moment qui s'appelle le défilé, où chacune dit un peu, trouve quel est mon slogan beauté. Donc ma beauté, c'est ma vie intérieure, c'est ma joie de vivre, c'est mon humour, c'est ma douceur, ça peut être n'importe quoi. Et donc elles vont défiler dans la tenue qui les amuse, sur une musique qu'elles choisissent. C'est un moment où on rigole aussi beaucoup. Et ce qui est très touchant, c'est que vraiment c'est l'encouragement des autres femmes, et c'est quelque chose qu'on vit de façon plus profonde en session Isha, puisqu'on fait ce travail de l'exercice de l'auto-louange, où chaque femme vient dire sa beauté intérieure à travers un texte. Et c'est un moment où nous, en tant que femmes, on reçoit le cadeau qui est la femme qui se dévoile devant nous. Et je peux vous dire que moi, je sais pas combien de sessions Isha j'ai animé. J'ai animé 2 ans de parcours de Graines de Femmes, et j'ai calculé que j'avais animé 30 sessions Isha ou un peu plus. Je continue à pleurer à la fin des sessions. Je suis comme ça avec mon mascara qui coule, parce que une femme est en train de m'offrir son âme, et je suis là et je me dis mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Et je suis émue aux larmes, et je trouve qu'avoir cette capacité d'émerveillement les unes pour les autres, parce qu'on est vrai, et nous on fait vivre ça à leur niveau aux jeunes filles, et ça c'est très beau, et elles le gardent, et c'est un truc où il y a une fierté qui naît c'est ce que après, j'allais quoi. dire, les ados, je trouve que cette partie-là, ça les invite à oser, vraiment oser être elles-mêmes, oser être soi. Non, mais vraiment, c'est l'audace, en fait, que ça leur donne qui est très touchante à observer. Et peut-être que ce qu'on fait vivre, en fait, c'est de créer un espace où cette beauté, cette spécificité, cette singularité est reçue et accueillie par d'autres. Et les réseaux sociaux, ça ne sert pas à ça. Personne ne t'accueille. T'es liké, donc t'es en stress d'avoir ton like et tout.
Et alors que être reçu, on a tous besoin d'être accueillis et reçus pour ce que l'on est. Et c'est ces espaces-là qu'on veut ouvrir. Et si une jeune fille, en lisant ce bouquin, déjà, elle peut se recevoir elle, c'est déjà énorme. Et voilà, après, le parcours permet d'être reçu par d'autres femmes, donc c'est complémentaire. Mais comment je reçois ce que je suis comme un cadeau? Et comment, parce que je me suis reçue comme un cadeau, je peux m'offrir? Alors justement, ça m'amène à une autre partie du livre, c'est la relation avec les autres. S'accepter d'abord soi-même, ensuite accepter les autres. C'est un passage important du livre, hein. C'est apprendre mes relations seules, à deux, à plusieurs, famille, amis. Je crois que là, Priscille et Clémence ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Moi, j'ai travaillé sur la famille. Et Hélène, alors je me trompe à chaque fois. Après, on travaillé sur la famille, mais Hélène, Hélène a travaillé sur la solitude et Clémence sur la famille, effectivement, et Priscille sur l'amitié. Donc vous êtes bien, vous n'êtes pas trompés. Voilà, donc non, vous avez bien repéré. Moi sur les garçons. Oui, toi sur les hommes. Hélène, tu veux peut-être parler de cette dimension? Je trouve intéressant de parler de cette dimension, de ce lien à l'autre, après avoir un peu exploré le qui on est, parce que on est aussi avec les autres. On se nourrit, on est des êtres vivants parce que aussi on vit ensemble. Et cette dimension de solitude, je sais que pour les ados, ça pose vraiment question. Comment je suis seule, ça peut faire naître beaucoup d'angoisse et de peur, alors que c'est un lieu où si on arrive à y descendre de façon sereine, on peut y trouver des trésors. Mais c'est pas si évident. Et je pense qu'il faut aussi déposer ça peut faire peur, cette solitude. Et après, qu'est-ce qu'elle veut dire et quelles sont les richesses et quels sont après les freins. C'est-à-dire, ma zone de confort, ça peut aussi être hyper dans ma chambre tout seul, ne pas aller voir grand monde. Et donc, comment je vais pouvoir après sortir de ma zone de confort et aller vers l'autre. Donc vraiment bien poser ces deux dimensions. Ce moi, je prends le temps avec moi et dans mon ascenseur là, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'ascenseur à nouveau. Oui. Ou l'escalier. Enfin franchement, on fait ce qu'on veut. Et après, on peut aussi aller voir les autres et en fait ce qu'ils vont m'apprendre. Anaïs Nin, elle dit c'est les amis qui représentent ce monde en moi qui n'existerait pas sans eux. J'aime bien proposer cette phrase aux ados quand je vais les voir dans les collèges et lycées parce que c'est vraiment ensemble, on crée un nouveau monde à partir de finalement toutes nos petites unicités qui vont se rencontrer. Donc c'est osciller entre ces différentes dimensions qui sont importantes. Puis il y a les dimensions des relations familiales qui sont hyper importantes pendant l'adolescence. Je crois que c'est Clémence qui a, je me trompe pas là, non, je crois que c'est ça, c'est moi qui a planché là-dessus. Pourquoi Clémence justement? Parce que c'est alors c'est un peu mon métier quand même. Et puis c'est alors autant dans les consultations que dans les interventions scolaires, c'est un sujet évidemment la vie familiale, la vie relationnelle à travers la relation aux parents, la relation à la fratrie, etc. Ce qui était intéressant de dire, pour reprendre en fait ce que Hélène disait, c'est qu'en fait l'être humain c'est le seul être vivant qui a besoin des autres pour devenir pleinement lui-même. Et la sphère familiale est le cadre privilégié pour devenir pleinement soi-même. Et en même temps, il peut aussi être le carcan, aussi parfois, c'est le revers de la médaille, qui peut parfois empêcher, parce que on m'a enfermé dans... Pas que parfois, j'ai l'impression que c'est plus que parfois. C'est assez souvent quand même. En tout cas, c'est rassurant dans une famille que chacun ait son rôle, voilà. Et qu'il n'en sorte pas trop. Et qu'il n'en sorte pas trop, sinon ça déséquilibre un petit peu le système familial, voilà. Donc c'est intéressant de les faire réfléchir sur ça. Est-ce que j'ai eu des injonctions dans ma famille qui ont fait que voilà, je me suis sentie obligée de me construire et de m'identifier comme ça. Est-ce qu'il y a eu des paroles performatives? Alors bon, moi je peux témoigner par exemple que moi on m'a dit toute ma vie que j'étais lente et je pense que j'ai tout fait pour être encore plus lente parce qu'on n'arrêtait pas de me dire que j'étais lente. Donc en fait, j'étais juste très j'aimais bien faire les choses. C'est ça. C'était le positif, c'était ça. Prendre le temps de bien faire les choses. Non, mais voilà. Et donc, on peut être enfermé facilement dans des paroles performatives qui font en sorte qu'en fait, on ne s'autorise plus à être autre chose, quoi. Ou je suis celui qui est le clown de la famille. Voilà. Donc finalement, je m'autorise pas à visiter mes moments de
petits chagrins, de déprimes, où je suis celui qui est responsable. Donc je m'autorise pas à lâcher prise et tout. Et ça, c'est un truc qui nous poursuit toute notre vie, parce que le cadre familial, c'est quand même le premier cadre d'expérimentation de la relation. Et on trouve ça génial de proposer à des ados juste de se poser la question. Tiens, je joue quel rôle? Comme ça, c'est pas que je vais pas remettre en question ma famille, elle me donne le mieux qu'elle peut me donner. Mais c'est que déjà, je vais en avoir conscience et je vais m'autoriser dans d'autres espaces de pas rejouer forcément la personne tout le temps responsable ou ou le clown, de m'autoriser à explorer d'autres phases de moi. Et je pense que, enfin, quelque part, peut-être que si nous on écrit autour de cette table, c'est que c'est des trucs qu'on a dû travailler dans le temps, en nous rendant compte que, on rejouait des scénarios, et voilà, c'est ça la vie. Et de se dire, moi, je peux donner des petites clés déjà à des jeunes filles. Elles s'en saisissent ou elles s'en saisissent pas. Moi, je pense que notre livre est tellement dense que peut-être qu'il y en a qui vont lire 5 chapitres, d'autres qui vont tout lire. Enfin, en fonction de là où elles en sont, mais déjà de pouvoir se poser ces questions-là, c'est déjà un chemin de liberté. Donc c'est ce qu'on a envie de leur offrir, et c'est ce hashtag être soi qui est vraiment au cœur de la pédagogie. C'est que il s'agit pas seulement de devenir femme, il s'agit de rencontrer qui je suis pour devenir la femme que je suis. Et ouais, ça a été très bien résumé quand vous parlez de l'audace, parce que je crois que c'est ce qui nous anime. C'est cette audace, elle n'est pas une audace de confrontation, elle est une audace de prendre des chemins qui n'ont pas été forcément balisés par d'autres. Je m'autorise à tracer mon chemin de femme. L'envie, en fait. Voilà. Une 6e partie qui m'a paru très importante, c'est ma vie amoureuse, la romance, les hommes dans ma vie affective, la vie sexuelle aussi. Donc ça, c'est Hélène Dumont. Je crois que c'est surtout vous qui étiez chargée de cette partie-là. J'ai effectivement travaillé à l'écriture du chapitre sur les hommes et puis sur la vie amoureuse. Comme on l'a dit, en tout cas, il y a cette progression dans le livre qui est tout à fait intéressante et qui est complètement pensée. Et en fait, l'idée, c'était surtout de donner des repères à la jeune fille sur les garçons, comment ça fonctionne un garçon. Déjà, les garçons sont différents de vous, et on invite les jeunes filles à les prendre comme ils sont, en fait, tout simplement. Ça, c'est des choses qu'on retravaille beaucoup en couple, hein. Les femmes, sans les mettre dans des carcans, mais elles auraient tendance à vouloir inviter les hommes à descendre avec elles dans l'intériorité, justement. Et les hommes fonctionnent pas tout à fait comme ça, hein. Ils ont un autre rythme et puis d'autres outils. Donc c'était vraiment un chapitre pour donner des repères, et il a toute sa place dans le livre. Voilà. Mais en fait, on aurait pu développer plus, mais bon, c'est un livre quand même pour les jeunes filles. Donc est-ce que c'est aussi pour donner un visage plus souriant à la sexualité? Et puis le chapitre sur la sexualité, c'est aussi un chapitre pour les inviter à réfléchir sur ce qu'elles ont envie de vivre, sur qu'est-ce que la sexualité et qu'est-ce que ça représente pour elles, quel sens ça fait aussi pour elles. Et finalement, à quel rythme elles ont envie de penser cette sexualité, comment est-ce qu'elles ont envie de la vivre. Donc vraiment des repères pour les inviter à prendre un petit peu de distance par rapport à tout ce qui peut être donné, entendu et présenté comme des injonctions au niveau surtout des réseaux sociaux et des groupes, de collégiens plutôt. Voilà, au lycée, on a l'impression qu'ils commencent à prendre un tout petit peu plus de distance, mais donc c'est vraiment pour inviter la jeune fille à se ressaisir de cette question de la sexualité. D'autres sur ce sujet? Il est très bien fait, hein, le chapitre d'Hélène. Hélène? Non, je pensais à ce que disait Hélène, mais c'était un petit peu avant sur quand on intervient dans les collèges et lycées. Moi, je vois des jeunes filles et souvent elles me disent mais franchement, madame, c'était pas nécessaire qu'on soit séparés des garçons. On aurait bien aimé savoir quel genre de questions ils vont poser aussi. Et parce qu'on parle de la sexualité, on parle du corps de la femme, on parle des cycles. Elles ont pas vraiment. Enfin, ça sort, ça y va. Mais je crois qu'il y a des oreilles qui ont envie de traîner aussi sur qu'est-ce que les garçons pourraient avoir à dire et comment on pourrait nous se rencontrer et parler autour de ces sujets-là. Je pense que quand même, il y a une invitation à d'abord nous ensemble en tant que femmes et en tant que jeunes filles, on va essayer d'interroger tout ça pour après pouvoir échanger sereinement avec les garçons. Mais toi tu le disais, il y a ce côté-là des femmes de vouloir échanger tout de suite. Et puis ce chapitre sur la dimension affective, amoureuse et sexuelle qu'a écrit Hélène, il est un petit peu introduit dans la partie sur le corps. Il y a un chapitre qui s'appelle Mon sexe qu'a écrit Hélène aussi Dumont, qui invite justement la jeune fille à aller découvrir ce lieu de son intimité, se le réapproprier. En fait, beaucoup de femmes aujourd'hui finalement ne connaissent pas cet espace ou ne
ne le nomme pas, ou ne le regarde pas de manière émerveillée, positive. Ouais. Et en fait, c'est là où il y a une progression, c'est que c'est d'abord en découvrant mon corps, en étant à l'écoute de ce qui lui permet de s'ouvrir, de ce qu'il ressent, de ce qui l'invite à la joie, au plaisir, à la rencontre, qui va permettre après cette rencontre avec l'autre. Et c'est quelque chose d'essentiel en fait, parce que aujourd'hui on décrit beaucoup la sexualité quand on va parler aux jeunes, c'est toujours sous la forme du risque. Attention, tu peux être enceinte. Attention, maladie sexuellement transmissible. Donc on est le risque. Il y a une déformation aussi de la pornographie où on a standardisé une sexualité qui n'est pas vraiment féminine en plus. Donc voilà. Donc voilà comment les femmes se réapproprient ce chemin d'être souveraines dans leur corps et de se préparer à cette rencontre en fait. Pour ensuite se laisser toucher en fait par l'autre dans cette dimension qu'est la sexualité. Et il nous semblait aussi important de rappeler que chacune avait son rythme, parce que c'est vrai que la pornographie, les injonctions invitent quand même les jeunes filles et les jeunes garçons d'ailleurs aussi à la performance, à faire les choses aussi très vite. Comme s'il fallait y passer, puis une fois qu'on a checké, en fait, il se passe parfois plus rien pendant très longtemps parce que ça a soit créé des fermetures, ça s'est pas très bien passé, ou ça a été décevant. Donc comme si c'était un rite de passage. Comme si c'était un rite de passage, mais qui était mal vécu ou mal préparé. Et donc on réinvite vraiment la jeune fille à se réapproprier justement cette question de la sexualité à travers le temps. Comment est-ce que je me sens prête à travers la question du consentement à soi, mais aussi à l'autre, hein, quel oui je me donne avant de dire oui à l'autre. Et puis, on parle aussi de toute la question de la sensualité. Effectivement, ça, c'est pour donner une alternative à la pornographie. Et c'est déjà pas mal, quoi. Quand on donne déjà ces repères, ce sont vraiment des repères. On n'est pas là pour les assommer ou pour leur faire la morale. C'est vraiment des repères, des ouvertures. Et après, selon la maturité de chaque adolescente et selon son âge, parce que on s'adresse à des 14, mais aussi à des 18, et ben la jeune fille, elle va pouvoir élaborer en fonction déjà de son vécu aussi. Ouais, de relire son histoire. Et en fait, ça, c'est quelque chose dont parle très bien Hélène Dumont, c'est que notre sexualité est une psychosexualité, c'est une sexualité relationnelle. Tout ce qu'on a vécu, c'est pour ça qu'avant, il y a des chapitres sur connaître mon corps, qu'est-ce que j'ai reçu sur le féminin dans ma famille. C'est que avant de pouvoir rentrer dans cette dimension de la sexualité, qui est pas juste de la génitalité, il faut réappréhender l'image que j'ai de ce que ça veut dire être une femme, de la relation homme-femme, de ce que c'est que l'intimité, qu'est-ce que ça veut dire recevoir, accueillir dans son corps, qu'est-ce que c'est, comment je réappréhende ça. On fait faire un petit exercice dans les rituels qui a beaucoup fait rire les éditrices, mais qui est de dessiner dessiner sa vulve, vulve, qui peut avoir l'air un peu anodin, mais je tiens à dire qu'Hélène Dumont, elle fait faire ça à des femmes adultes en atelier. Pourquoi? Parce que remettre de la poésie autour de ce lieu du corps féminin, je trouve qu'Hélène, elle décrit ça de manière très belle, comment voilà le corps de la femme, il y a le monde Vénus, il y a les nymphes, il y a voilà, vous voyez, c'est comme un temple en fait, et comment on se réapproprie que c'est un lieu qui est beau, c'est un lieu qui est sacré, c'est un lieu qui est fait pour l'accueil, comment je me prépare pour cet accueil de l'autre, et en fait remettre de la beauté et de la poésie dans cette dimension de la sexualité qui en manque beaucoup cruellement aujourd'hui, c'est quand même assez rare. Et je me dis, comment ces jeunes, ça veut pas dire qu'on les encourage clairement pas à 13-14 ans à expérimenter, mais d'abord à s'approprier leur corps, en vue, quand elles aimeront, de pouvoir l'ouvrir à l'autre et de vivre ça de manière belle, en fait. En fait, c'est donner du sens, tout simplement, à la sexualité. Ouais. Et le livre, il est déjà très gros, mais on pourrait y avoir un livre juste sur la sexualité des ados, mais en fait, nous, c'était pas notre but de donner plein de conseils et astuces pour une sexualité épanouie. Le but, c'était vraiment de l'ancrer dans la réalité de la personne humaine, dans la réalité du corps de la femme et de la rencontre avec l'autre, et de donner du sens en fait à cette sexualité. Donner du sens, on arrive à la dernière partie, la vie intérieure, c'est là où peut-être on trouve le sens. Pourquoi vous avez choisi justement de mettre cette partie, pas seulement en fin, mais d'avoir cette partie-là dans ce livre? C'est inattendu, sans doute, pour des jeunes filles de trouver un passage sur leur vie intérieure.
C'était essentiel. On n'est pas des êtres que des êtres incarnés. Puis je trouve que ça se retrouve beaucoup dans les parcours graines de femmes. C'est l'essence même du parcours. On peut parler de la beauté. Claire a beaucoup parlé du sacré, des rituels, de tout ça. C'est qu'il y a une profondeur pour. Ce livre n'est pas je coche pour devenir femme. Je vais essayer de plonger à l'intérieur pour pouvoir trouver mes réponses à moi. Que je vais devenir la femme que je suis. Et du coup, à la fin, ça vient. C'est comme l'apothéose, c'est le feu d'artifice. C'est j'ai exploré. Le temple au fur et à mesure, et puis là je vois que pleinement en fait c'est cette dimension-là intérieure qui va jaillir à l'extérieur, et donc pour moi c'est un oignon qu'on pèle. On y va, c'est pas toujours facile, mais à la fin ce qu'on touche, il y a quelque chose de, on y est allé, il a fallu de l'audace, du courage, et c'est précieux, donc je pense que c'est pour ça que le mettre à la fin, il y a quelque chose. C'est assez joli. Ça élève aussi. Ça élève et c'est, enfin pour moi c'est le cœur enfin ce qui fonde l'être que je suis, c'est dans cet espace-là. Et si on a pu amener des jeunes filles, des ados à accéder à ça, c'est des conversations qu'on a déjà entre nous quand on parle de nos rôles de transmission, de pédagogie. C'est en fait comment j'amène un jeune, un enfant, un adolescent à avoir accès à cet espace de sa vie intérieure. C'est que de cette façon-là qu'il pourra se donner et s'épanouir dans le monde. Et aujourd'hui, on a la vie intérieure, c'est quelque chose qui est étouffé, qui disparaît pas parce que l'être humain ne survivrait pas. Hein, mais on sait très bien que ce qui fait que c'est Viktor Frankl, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ont survécu au camp de concentration, qu'est-ce qui fait que les gens survivent à des épreuves, à des guerres, c'est la qualité de leur vie intérieure. C'est pas le plus costaud avec les plus de muscles qui survit. Et je pense qu'on est dans des temps de confusion. On est dans des temps où il y a de la violence. On est dans des temps de confusion aussi d'identité. Aujourd'hui, on parle beaucoup Clémence pourra en témoigner, quand tu vas dans les établissements scolaires, t'as un élève trans la question de la transsexualité, etc. Moi, je vois bien qu'on essaye d'amener par l'extérieur des questions qui sont avant tout intérieures. Qu'est-ce qui se vit en moi? Cette dimension du masculin et du féminin, cette dimension de mon unicité, de cette dimension d'éternité, cette part de moi qui demeure en fait, quelles que soient les épreuves, quelles que soient. Et moi, je pense que si on arrive à faire toucher ça aux ados, même un tout petit peu, on a tout. Voilà, le reste, on a tout. Vous venez de parler, Claire, de guerre et d'épreuves. Je voudrais savoir comment vous réagissez aujourd'hui. Il y a cette terrible guerre en Ukraine où on voit tant de femmes séparées de leurs hommes. C'est incroyable puisque c'est les femmes qui sont les réfugiés, qui sont en train de fuir un pays où il n'y aura plus que des hommes ou des personnes très âgées. Vous réagissez comment? Ça peut être sur la longueur, sur des années, où il va y avoir des enfants qui vont être élevés uniquement par leur mère ou par leur grand-mère. Ça vous fait réagir? Quelle question difficile. C'est terrible, parce que je pense qu'on a toutes des images en tête ou des films de la Seconde Guerre mondiale où, moi en tout cas, je sais que parmi tous les épreuves de la Seconde Guerre mondiale, c'est les déchirements familiaux. Enfin, on voit des images comme ça où sur des quais de gare, on sent. Moi, c'est ce qui me déchire le plus le cœur. Et là, de se dire qu'en fait, c'est en train de dans notre tête, ça appartenait au passé, de se dire que ça se rejoue à quelques kilomètres d'ici, c'est vrai que c'est très émouvant, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai vécu au Cambodge et je vois bien que c'était un pays qui était en train de se reconstruire après la période Khmer Rouge, et je vois bien que ce qui tient ces pays-là, les moments de reconstruction, c'est les grands-mères. Donc cette force de résilience, c'est-à-dire qu'au combat, au front, on va avoir les hommes, au moment où il faut encaisser la violence dans le frontal, mais les femmes sont parties. Alors peut-être que mais je crois que les grand-mères, beaucoup sont parties aussi. Exactement, mais dans la reconstruction, elles reviendront probablement. Enfin, je sais pas ce qui va se jouer. Tout n'est pas écrit. Mais pendant le temps, parce qu'on sait pas du tout combien de temps ça va durer. Exactement, on ne sait pas encore, mais je pense qu'étonnamment, il y a cette force des femmes de retisser les liens, de reconstruire, et c'est vrai que plus on dit beaucoup que les femmes ont une plus grande capacité de résilience. Ça a été étudié, qu'il est à notre corps et tout. Mais je me dis, je sais pas, moi, le regard que je pose, c'est
voilà, comment on peut donner des outils aussi à ces femmes pour peut-être à terme revenir, élever leurs enfants, revenir dans leur pays, continuer de. Je dis ça me vient là. J'ai pas pris tant de temps pour y penser, mais ce que je crois aussi, c'est que on est en train d'assister avec l'Ukraine à une réalité qui est à notre porte et qu'on avait un peu oubliée et qui peut-être nous guette un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas ce à quoi nos enfants vont être confrontés. Je n'ai pas. Et ce qui me vient aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de vie intérieure, c'est que parfois la crise est ce qui révèle la force d'un être humain, sa profondeur. Ses ressources profondes et comment ce que l'on vit va nous obliger à regarder ce qui est vraiment essentiel. Voilà, enfin c'est ce qui me vient là en parlant. Hein, non mais on n'avait pas préparé, mais c'est vrai que ça m'est difficile en ce moment de faire des émissions et de ne pas parler de l'Ukraine. Ça nous touche. Juste avant de commencer cette émission, j'avais une amie au téléphone qui était à Cracovie à la gare et qui voyait donc des milliers de personnes réfugiées, que des femmes et des enfants, en me disant ce qui est le plus frappant, c'est qu'elles n'ont pas d'expression sur le visage. Les gens sont abattus. Complètement abattus. Donc ça, c'était vraiment très triste. On va essayer de revenir pour finir à un sujet évidemment un peu plus heureux ou plus joyeux sur ce livre. Un conseil que j'aimerais bien vous demander à toutes les 5. Les jeunes hommes qui vont écouter cette émission, ceux qui ne savent pas comment aller à votre rencontre, à la rencontre des femmes qui sont peut-être intimidées, maladroits, quels sont les conseils que vous voudriez leur donner? Une question. Moi, je pense que, en fait, c'est ce qu'on disait au début, que l'homme prenne le temps de s'être contemplé. En fait, je pense que les hommes et les femmes ont besoin de se rencontrer, mais d'être pleinement là, d'incarner pleinement ce qu'ils ont à offrir au monde. Et comme le disait Claire, tout ce qu'on vit aujourd'hui, il y a des conflits qui émergent, mais ça vient aussi de conflits qu'on a nourris à l'intérieur. Et je pense qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui arrivent à se lever, mais à tenir droit dans leurs bottes et à pouvoir après, du coup, tendre la main à d'autres. Mais si on a un homme qui va tout de suite à la rencontre d'un peu précipité d'une femme et puis en fait qui vacille, bah c'est ni bon pour lui ni bon pour la femme. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne à moi en tant que femme, mais aussi aux hommes. Je pense qu'on a besoin de personnes qui incarnent pleinement ce qu'ils sont venus offrir au monde. Il y a Martin Stephens, il dit ça très bien dans son dernier livre, Tu seras un homme. Il dit voilà, mais si la femme se lève, en tant qu'homme, il faut que je sois debout pour pouvoir l'étreindre, et que le danger, ce serait de me victimiser, de me contenter. Enfin voilà, je minimise pas le fait que ce soit compliqué pour un homme aussi de se construire en tant qu'homme dans notre société, plein d'injonctions paradoxales. Les hommes sont responsables de tout. Enfin voilà, il y a quelque chose. Mais moi, ce qui me passionne de la période dans laquelle on vit, c'est que je ne sais pas, vous allez me trouver un peu bizarre. Je parle des crises, mais je crois que c'est dans les moments de crise, dans les moments que quelque part on réajuste quelque chose, et ça me passionne moi de voir les couples aujourd'hui, voilà, les femmes qui viennent dans mes sessions par exemple ne vivent pas leur dynamique de couple comme le vivaient nos parents. Les pères jouent un rôle beaucoup plus important auprès de leurs enfants. Alors après il y a un ajustement pour que le père ne soit pas dans de la maternité, enfin voilà, mais que la paternité n'est pas la maternité, mais et en même temps je trouve ça passionnant. Je pense qu'on est vraiment dans une époque où la relation homme-femme peut être passionnante pour cette raison. Mais j'ai cette petite phrase de Christiane Singer qui me vient. Je viens de relire un de ses petits romans qui s'appelle La guerre des filles, qui est un conte un peu allégorique où des femmes se sont émancipées en fait des hommes parce que les hommes étaient en train de détruire tout ce qui avait été de l'ordre du sacré. Donc ils avaient des rituels sacrés. Ça se passe au 7e siècle en Bohème-Moravie. Enfin voilà. Et à un moment, un des hommes, où ils sont au Conseil des hommes, ils sont très en colère contre les femmes qui ont pris les armes, qui sont parties. Et un des hommes leur dit mais si vous en tant qu'homme vous avez perdu le sens sacré de votre virilité, que pouvez-vous attendre de la rencontre avec une femme? Et je me dis, c'est une phrase un peu forte, mais il y a comme une invitation, quand la femme se lève, à ce que l'homme se lève aussi, non plus dans cette facilité peut-être d'un truc qui était dessiné, mais de redéfinir ce que ça veut dire pour lui être un homme. Et on en a parlé de ces initiatives, et je crois que cette capacité à admirer, à dire
En plus, on a autour de nous, notamment, moi, je connais les maris d'Hélène et de Clémence. Je trouve que ce sont des hommes qui soutiennent et encouragent leurs femmes je fais une petite dédicace à Rémi et Frédéric. Non, mais qui encouragent leurs femmes dans le chemin qu'elles font. Je trouve ça très beau. C'est-à-dire qu'ils vous soutiennent, en fait, dans l'épanouissement de votre épanouissement de femme, dans le chemin que vous faites. Bah, pour moi, déjà, ça, c'est une posture d'homme. C'est extrêmement viril, en fait, d'être capable d'admirer, de contempler et d'avoir envie de favoriser, de faire éclore, voilà, en tout cas de ne pas l'abîmer, quoi. Ah oui, exactement, de ne pas l'abîmer. Et je me dis donc c'est pas impossible. Alors après, est-ce que vos maris, enfin je pense qu'ils font ça avec leurs enfants, de transmettre, mais voilà, vont pour autant faire des parcours pour les garçons. Ils ont d'autres missions, mais moi, mon mari, il a joué au tennis avec ses fils. Oui. Et puis le jour où il s'est fait battre, là, il a compris qu'il avait transmis. Et voilà. Mais je pense que ça peut être intéressant pour un garçon de ne pas appréhender ce livre, devenir femme être foi comme c'est un truc de bonne femme, et de se dire tiens, qu'est-ce que je peux découvrir? Après, on touche à l'intime, donc ça peut être gênant parfois de lire le chapitre sur la vulve. On peut se dire tiens quand même. Donc il faut être prêt à rentrer dans cette dimension-là. Donc faut peut-être pas se précipiter dans le bouquin et ricaner. Faut aussi être prêt à recevoir ce qu'il y a dedans, mais s'autoriser à se dire bah tiens, je lis un chapitre, bon, c'est intéressant, c'est pas intéressant. Tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est aussi cette curiosité, et je pense que la rencontre, elle naît de la curiosité qu'on peut avoir de l'autre, mais pas une curiosité possessive, une curiosité. Moi, je pense que les garçons peuvent le lire en cachette, de toute façon complètement assumée, parce qu'il paraît que les magazines féminins, style Elle et tout, sont avant tout écrits pour des hommes. Ah bon? Ben oui, j'avais lu ça dans un article, et qu'en fait, les hommes aimaient bien lire ces magazines en cachette. Parce qu'ils apprenaient plein de trucs des femmes. En tout cas, on arrive malheureusement au terme de l'émission. On pourrait continuer longtemps. C'était bien de citer Chrétienne Singer, Claire de Saint-Laget, parce que je sais que vous l'aimez bien. Il y a, et je tiens à le dire, on a cité tout à l'heure ce Victor Hugo aussi, il y a de très belles citations qui jalonnent le livre tout le long. Il y en a une que j'aimerais lire parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. Elle est à la fin. C'est pas d'un chrétien, mais c'est d'un très grand spirituel. C'est Rumi qui dit: ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. Ça m'a beaucoup parlé. Qui a choisi cette citation? C'est moi. Oui, c'est une. Moi, j'aime beaucoup Rumi et la mystique soufie, mais c'est très beau et c'est très juste, et c'est quelque chose qui est vrai pour nous tous. C'est beau à transmettre aux jeunes filles, mais c'est très beau. Souvent, on cherche l'amour, et en fait, voilà. Mmh. Quelles sont en fait toutes les barrières et les obstacles que j'ai construits contre l'amour. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que chacune d'entre vous voudrait ajouter avant qu'on se quitte? Alors peut-être parce qu'on parlait des citations, je crois qu'il y a une citation, moi je trouve, qui résume le livre et que j'aime bien leur donner en fin de parcours, Graines de Femme. C'est, je pense, de Sainte Catherine de Sienne. Si vous devenez ce que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment ce livre-là, il est là pour les inviter à devenir ce qu'elles sont au fond d'elles, déjà des femmes. Voilà. Moi, je pourrais aussi finir, parce que ça m'a fait réfléchir à votre question sur l'Ukraine, que ce qu'on vit aujourd'hui, je crois que c'est une chance dans un sens, parce qu'on ne peut plus se mentir, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus mettre la tête dans le sable pour pas savoir, je veux plus savoir ce qui s'y passe. Moi, j'ai grandi dans un quartier où il y avait que des mamans parce qu'elles avaient fui l'Afrique ou alors d'autres pays, et je me dis c'est... Dans quelle ville? Je vivais à Paris, dans des quartiers où il y a beaucoup de mamans qui sont seules avec des enfants et qui partent. Et en fait, des conflits, il y en a de nombreux, malheureusement. Et en fait, j'ai toujours été absolument émerveillée par ces femmes et par ce qu'elles ont transmis à leurs enfants et par la force de résilience. Claire t'en parlait. Et je trouve que face à ces femmes-là, on ne peut pas... on a un devoir d'humilité aussi, et ça nous invite tous à ne plus nous mentir, à dire en fait les conflits, il y en a eu, et moi j'en ai aussi à l'intérieur. Je vais sortir mon miroir et je vais aller regarder. Et ouvrir ce livre, c'est un peu ça en fait qu'on propose aux jeunes filles. On va prendre un miroir et je vais regarder qu'est-ce qu'elles ont, les femmes dans ma famille, qu'est-ce que moi j'ai à comprendre de mes amitiés, peut-être parfois qui m'ont fait violence, qu'est-ce que moi j'ai à comprendre de ma sexualité, ou alors justement de mes peurs vis-à-vis de ça. Et après peut-être que le monde il pourra s'embellir et devenir meilleur. Je pense que ça commence par nous toujours. Hein. Moi, je voudrais rajouter, je suis d'accord avec ce que Clémence et Hélène disent, mais complètement dans un autre sujet. Je trouve que c'est ce qui fait que ce livre est très beau aussi, c'est que c'est un livre qui va pouvoir accompagner les jeunes filles pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir le prendre à 14 ans, il y a peut-être des chapitres qui vont plus leur parler, d'autres elles seront pas forcément prêtes à le recevoir, et on l'a vraiment pensé comme
comme un livre qui pouvait devenir leur compagnon de route et avec lequel elles pouvaient grandir au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez, il faut pas qu'elles hésitent à le garder longtemps aux toilettes ou longtemps sur leur table de nuit pour pouvoir grandir avec. Moi, ce qui me touche de cette aventure, c'est que l'éditrice, quand elle a reçu le manuscrit, était surprise de l'unité quand vous lisez le livre, vous pouvez pas savoir qui a écrit quel chapitre. C'est assez. Et donc c'est une aventure. Je le disais en introduction aussi de sororité. Aujourd'hui, on est tellement dans un monde de compétition que même l'épanouissement des femmes se fait parfois contre les autres femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être la plus belle, la plus brillante, et en fait, on prend complètement le contre-pied où nous on est là pour s'encourager les unes les autres et révéler ses talents. Et je pense que cette amitié qu'on nourrit autour de ce livre, c'est ce qu'on a envie que les jeunes filles construisent aussi dans leurs relations entre femmes. En fait, je pense que des femmes qui sont capables d'avoir des relations profondes et belles avec les autres femmes sont capables aussi d'avoir des relations profondes et belles avec les hommes, avec les enfants, avec les personnes, enfin voilà, avec l'ensemble des personnes qu'elles rencontrent. Et donc c'est un livre qui est tissé de relations en fait. Et c'est ça que l'on propose. Et d'ailleurs la fin du livre, c'est se recevoir à travers la vie intérieure et pour se donner. On finit sur le chapitre se donner avec cette citation de Maurice Zindel qui dit que voilà, l'être n'existe qu'à la mesure du don. Moi, je sais pas si une jeune fille peut mesurer ça, mais me donner, c'est pas me brader. Je suis pas en solde, je suis pas un dû, je suis vraiment un cadeau et voilà. Et je pense qu'on s'encourage. Parfois j'ai bousculé mes co-auteurs parce qu'il fallait rendre les chapitres et qu'il fallait finir 2-3 choses. Et ce qui était beau, c'est qu'il y a des moments où j'ai dû les bousculer parce que j'étais chef de projet, et puis il y a des moments où moi j'étais sous l'eau et elles ont pu me soutenir pour qu'on puisse finir ce projet. Donc il y a une communion qui s'est vécue. Moi, je sais qu'il y a eu des passages parfois difficiles, on en avait parlé, mais c'est normal comme toute entreprise. Accouchement à 5 femmes. Cette performance. Je tiens à vous remercier vraiment toutes les 5 de tout cœur et vous dire bravo parce que c'est un très très beau, très belle réalisation, d'inciter tous les auditeurs et auditrices surtout à se transformer en lecteurs, devenir femme, être soi aux éditions MAM. Il y aura dans le descriptif de l'épisode, on peut trouver le lien pouvoir commander le livre. Donc bravo, merci, vous permettez aux femmes d'être meilleures et donc aux hommes aussi pour le coup d'être meilleurs. Donc merci infiniment. Merci. Et à bientôt chers auditeurs de ZTO pour un prochain épisode.